comme ça, en fait, logiquement. Patrimoine culturel congolais, un patrimoine vivant, activiste, militant, homme politique engagé, roi du shopping. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes dans 100% direct de Ziana TV. Sans surprise, sur ce plateau de Ziana TV, nous avons le roi du shopping, Norba de Paris. Bonjour Norba. Bonjour Ziana TV. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et merci d'être venu. Alors, c'est une surprise, on vous attendait depuis un moment et aujourd'hui vous êtes là, donc merci à vous. Avant tout, qui est Norba? Oui, merci pour votre question. Norba, bon, c'est un pseudonyme, hein. C'est un pseudonyme, en fait. C'est Monsieur Norbert, que j'ai fait un diminutif, en fait, en enlevant le RT, et j'ai remplacé par A. Norba, c'est un Congolais, Brazzaville. Norba, c'est un artiste. Norba, c'est quelqu'un qui est dans l'innovation, dans la création, et puis voilà. Alors, Congolais de Brazzaville, vous êtes né au Congo, on précise, et vous avez fait vos armes, vous avez commencé à Bas-Congo, il paraît, vous allez nous préciser, donner plus de précision que ça. Un jeune homme qui a fait ses études au Congo-Brazzaville, très engagé. Est-ce que la sapologie, ça a commencé depuis le Congo ou ça vous est arrivé ici? Bon, moi je veux parler plus de la sape, parce que la sapologie c'est juste une petite branche de la sape. Parce qu'à la base, ce sont nos anciens qui ont commencé la sape. Quand on parle de la sape, on voit les Maliba Gondé, on voit le Parisien le plus rapide, Gabi Gabi, et son proche collaborateur, Clay Mangungu. Vous voyez tout ça là, les grands Célestin Kwakwa, hein, le Martin le pêcheur, hein, le gros Odiki, le gros Amadé. Donc ça, c'est des grands qui nous ont inspirés à l'époque. Ils ont vraiment donné le goût de l'habillement à beaucoup de jeunes, notamment Norba de Paris. Donc, à vrai dire, je suis natif du Congo-Brazzaville et je suis né réellement à Mongali-Brazzaville, dans la rue Bomitaba. Dans la rue Bomitaba, c'est là où je suis né. Donc évidemment, la maternité, c'était l'hôpital général, hein. C'est pas CHU, c'était l'hôpital général. Et puis bon, ben voilà, j'ai commencé mes études. Mon école primaire, je l'ai fait, je ne sais plus comment on appelle ça, l'école primaire à étage qui est, en fait, pas en face, oui, on va dire, qui donne dos à la morgue de Brazzaville. D'accord. Alors là, ce sera une précision qui sera donnée par les Brazzavillois. Voilà. Moi, je suis de Pointe-Noire, au Brazzaville, on ne connaît pas tellement. Voilà, donc j'ai fait mon école primaire là-bas et après je suis allé à Moussaïta à la base. D'accord. Voilà. Alors, école primaire, est-ce que sur le banc de l'école, vous disiez un jour que vous allez partir, que vous allez faire la promotion de la culture? Est-ce que vous aimez la sape déjà depuis le banc de l'école? Non. À cette époque-là, j'ai mon père, en fait, qui était très... Enfin, je ne veux pas utiliser le mot dictateur, mais qui était très sévère. Qui était très sévère à la maison. Je ne savais pas d'abord ce que c'était la sape. Donc, on était focalisé dans les études, l'apprentissage du métier. Parce que mon papa fut auto-entrepreneur, en fait. C'était un maçon qui construisait des maisons. Donc, vu que à Brazzaville, on faisait des mi-temps à l'école. Soit vous êtes de l'après-midi ou du matin. Donc, quand on était du matin, l'après-midi, on sortait de l'école, on suivait papa dans les chantiers. Et si on était dans l'après-midi, on partait avec lui le matin dans les chantiers. Et à partir de 11h30, on se préparait pour aller à l'école. C'est comme ça que ça se passait. Ça, c'est vraiment la vie que j'ai menée au moins jusqu'à l'âge de, allez, on va dire 15 ans, hein, à peu près. Et après, je me suis envolé et je suis parti comme tous les jeunes. Alors, vous arrivez à l'âge de 15 ans, vous êtes en train de vous rechercher. Et comment ça se passe dans la famille, avec la fratrie, les relations avec le papa, en se disant, est-ce que vous avez des ambitions de partir à cet âge? Bon, avec la famille, ça se passait très bien, ça se passait généralement très bien. Mais je suis quelqu'un qui a eu des convictions très jeunes, en fait. Je n'acceptais pas tout à tout bout de champ comme ça. Quand je réfléchissais sur quelque chose que je trouvais anormal, je m'opposais. Parce que je suis comme les enfants qui voient que papa, parce que papa il fait des petits cadeaux, des bonbons, même si avant qu'il aille au travail, il peut mettre un pantalon troué sans faire attention, il y a des enfants qui vont le laisser sortir. Mais moi, je ne laissais pas passer des détails comme ça. J'ai dit, papa, tu ne peux pas sortir, ton pantalon il est percé.
Il avait un peu honte, mais bon, pour affirmer son statut de papa, il me donnait une petite claque. Ah, mais t'es qui toi? C'est toi qui m'achètes des vêtements? Mais j'avais déjà ça en moi en fait. C'est ce côté rebelle un peu, mais pas dans le mauvais sens en fait, juste pour redresser les choses et les ramener dans le bon chemin. Donc vous faisiez partie de ces élèves qui prenaient le temps de bien repasser la tenue. Ouais, toujours, mais puisque j'étais chaque fois chef de classe. Voilà, j'étais chef de classe, on me choisissait chef de classe, donc j'étais tout le temps là, en train d'instruire, mais la tenue toujours bien repassée. Parce que déjà, quand j'étais en CM1, à cette époque-là, il y avait déjà l'époque des Parisiens, parce qu'à l'époque, les Parisiens venaient en France, il n'y avait pas de visa. Ils venaient comme ça. Donc, et d'ailleurs, les Parisiens, on les appelait des voyous dans le quartier, parce qu'il y avait des intellectuels à l'époque qui étaient des directeurs de telle ou telle société qui ne voulaient pas que leurs enfants soient en contact, notamment avec ces fameux Parisiens-là, avec ces fameux playboys, comme on appelle aujourd'hui. Et vous, comment vous avez réussi en fait à aller voir ces fameux playboys quand ils passaient? Ça ne s'est pas fait tout de suite en fait. Ça s'est fait avec le temps. Avec le temps. Ça veut dire qu'ils essayaient d'observer le comportement de chaque enfant dans le quartier, comment il se comportait. Et quand on voyait, attends, le monsieur, c'est un playboy, mais tous les midis, on le voit, il passe ici, il va à l'école. Bon, après, un papa, il peut essayer de t'interpeller, il te pose quelques questions juste pour sonder. Et à ce moment-là, voilà, l'union commençait à se faire un petit peu, parce qu'il faut souligner, même à l'application, ce qu'on appelle l'école de la fraternité, moi, quand j'étais là-bas, on appelait ça application, à côté du stade marchand. On était tous mélangés. Il n'y avait pratiquement pas d'école privée, c'était très rare. Donc, c'était l'école publique. Donc, on était là, les enfants des responsables, les enfants des ministres. Moi, j'ai fait école avec tous les enfants qui sont devenus aujourd'hui peut-être des responsables à la fraternité. On était tous ensemble. C'est là où j'avais même remarqué que je pensais peut-être que les enfants des chefs, ils mangeaient que des bonbons. Parce qu'à la fraternité, bon, bien sûr, on vendait des sandwichs, mais souvent, il y avait un monsieur qui s'appelait Tamichel. Il avait une moto bécane qui ramenait des bonbons et les enfants s'affolaient de ces bonbons-là. Donc, au fur et à mesure, on voulait j'observais un peu le comportement de tout enfant, comment il se comportait, comment ça se passait. C'est là que j'ai commencé à forger ma culture, en fait. Et voilà. À cet âge-là, c'était quoi vos rêves? Mon rêve, à cet âge-là, c'était de devenir quelqu'un d'important. Faire de la politique, être médecin, être enseignant? Non, d'ailleurs, je ne suis pas politicien, en fait. En fait, les gens... mon raisonnement côtoie un peu la politique. C'est parce que Norba a toujours été à la recherche du bien de son peuple, en fait. Je ne parle pas pour moi, parce que j'ai l'esprit christique qui m'a été enseigné par mes parents. C'est-à-dire aimer l'autre, avoir l'amour du prochain, ne pas laisser son collègue dans la souffrance, ne pas laisser quelqu'un qui souffre dans l'abandon comme ça. Il faut essayer d'apporter des solutions, apporter de l'aide. Donc ça grandit en moi en fait. J'ai fait pas mal de choses. Moi j'ai fait des marchés, je vendais dans les marchés parce que j'ai été... quand j'étais au lycée, parce qu'au lycée Savonnière de Brazza, après je suis parti à Chaminade. Bon, après le pays, ça n'allait pas trop bien. J'ai connu une femme, j'ai eu un enfant, et tout de suite il fallait se chercher. Donc j'ai commencé à faire les marchés à ce moment-là. Mais je n'avais pas arrêté l'école. Je partais toujours au lycée, mais je vendais dans les marchés, je vendais la viande. Au marché commission, j'ai mes amis, d'autres ils sont en France. Donc jusqu'aujourd'hui, si vous repartez à commission, vous avez... Ah oui, mais ça me ferait très plaisir de mettre un tablier. C'est même en France que je me suis rendu compte que même les bouchers, c'est des grands sapeurs parce qu'ils mettent des tabliers avec une cravate. Vous voyez? Donc en fait, il y a des choses, il y a des métiers qu'on néglige au Congo, sauf que le blanc a juste embelli l'entourage de ces métiers-là. Peut-être l'hygiène aussi qui est associée à ces... Oui, mais l'hygiène s'est vraiment dégradée au jour d'aujourd'hui parce que moi, à mon époque, quand je grandissais, l'hygiène était quand même un petit peu respectée. Parce qu'il y avait les camions de voirie qui passaient à tout moment, il y avait aussi des pousse-pousseurs qui étaient là, qui ramassaient les détritus dans la fin en fait des marchés. Ils ramassaient tout ce qui était feuilles de manioc, des sacs plastiques non dégradables, tout ça là, ils le ramenaient pour aller les jeter. Vous voyez? Donc on avait un peu cette notion-là de propriété, mais de propriété plutôt. Mais c'est avec le temps que ça s'est dégradé. D'ailleurs, ça se dégrade partout, il n'y a pas qu'au Congo. Mais sauf que nous devons faire des efforts pour essayer d'améliorer cela, quoi. Voilà.
Alors, très ambitieux, vous rendez au marché, père de famille. Un beau jour, vous atterrissez à Paris, aéroport Roissy-Charles de Gaulle, terminal 2C, le fameux terminal dont on a baptisé les Balabayaya. Alors, comment vous arrivez à Paris? Dans quel climat vous êtes? Bon, en fait, moi, j'ai connu Roissy quand je suis reparti au Congo. Je suis rentré en France, je n'ai pas connu Roissy. Parce que nous, en fait, j'avais des amis, on commençait à rêver, comme on dit, on l'arrive faut à Sazo. C'est-à-dire qu'il faut partir, en fait. Parce qu'on voyait les Parisiens, les vrais méquilistes qui arrivaient au pays. On allait voir ces grands-là qui nous prêtaient des chemises. Donc, c'était vraiment, la concurrence était rude. Et c'était difficile de rassembler une tenue. Les chaussettes, tu pouvais les trouver à Mokondo. Le pantalon, tu vas aller le chercher à Mongali. La veste à Bifouiti. Vous rendez compte un peu? Et parfois, quelqu'un aussi peut te faire attendre très longtemps en disant que bon, mais je suis quelque part, tu m'attends. Parfois 5 heures du temps juste pour récupérer une chemise que tu vas restituer par après. Donc toutes ces souffrances-là, on se mettait souvent autour, on mettait du reggae. On écoutait du Bob Marley, du Burning Spear, du Uro, du Ijaman. Donc on écoutait ça. Mais pourtant, ça, c'était pas le courant de l'époque de la musique au Non, Congo. mais ça dépend on qui était on plus dans le fréquentait. courant de la rumba qui Oui, faisait oui, il y ses avait- preuves. Bon, la rumba, on l'écoutait. Mais nous, on n'était vraiment pas dans ça. Parce que, comme je venais de dire, ça dépend qui on fréquentait. Vous savez, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont en France, qui parlent de la SAP, qui essayent de s'accaparer. Voilà pourquoi ça bifurque dans d'autres dimensions. Voilà pourquoi ça rentre même dans la vie privée des gens, parce qu'ils ne savent vraiment pas l'idéologie de la SAP. Quand on parle de la SAP, on parle vraiment de vêtements. Vous savez, moi j'ai vécu l'époque au Congo, quand on grandissait, il y avait même l'armée. Vous voyez, même l'armée que vous voyez là, bon, ça peut-être, je vais peut-être en parler après, mais on écoutait du reggae. Et le reggae nous faisait voyager. On pensait que quand on était en Jamaïque, c'était plus beau. Donc il fallait ressembler à ces grands-là que nous, on voyait qu'ils revenaient bien propres, toujours bien habillés. Donc les vrais mikilistes, quoi. Voilà, donc c'est là où Norba a eu la vocation de voyager. Moi, j'ai quitté le Congo à l'époque, j'avais pris Air Afrique. On est en quelle année à cette époque-là? Oh là là, je ne sais même plus, hein, ça fait un moment, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Voilà, si le souvenir me revient, je vais me rappeler de l'année. J'avais pris Air Afrique pour atterrir au Maroc. Mais comme la chance que j'avais eue quand je suis arrivé au Maroc, tous mes amis de l'école, du lycée, tous ceux avec qui on a passé le bac, qui sont allés à l'université, ils ont reçu des bourses. Donc il y en avait beaucoup qui étaient au Maroc. Donc je suis rentré au Maroc, mais sauf que j'étais dans le milieu étudiant. Voilà, donc j'étais dans le milieu étudiant, il y avait des marins, il y avait des restaurateurs, il y avait plein de qualifications, de corps de métier, mais je vivais avec eux. Donc je n'ai pas traîné longtemps. J'ai juste passé 2 mois et après je suis passé en Espagne en fait. Vu que j'ai de la famille ici, j'avais déjà de la famille ici en France parce que chez moi, à la maison, je recevais déjà des Parisiens. Mes frères et sœurs vivaient déjà ici. Donc tout ça, ça a forgé vraiment le goût de l'exode, quoi, de partir et voilà quoi. Et alors, du coup, l'Espagne, vous avez dit, je suis de passage, l'Espagne ne correspond pas tellement à mes ambitions. Moi, c'est plus Paris. Voilà, c'est ça. C'est la destination finale. C'est-à-dire que nous, on avait l'adage qui disait mourir sans voir Paris, c'est un péché. Donc, quand je suis arrivé en Espagne, bon, j'avais pas l'intention d'être là. J'avais même quelqu'un avec qui on avait voyagé qui partait aux Pays-Bas. Parce que d'après la discussion qu'on a eue dans le bateau, quand on a traversé, pas dans les bateaux comme aujourd'hui en Méditerranée, mais des vrais bateaux avec des hôtels, des trucs, des bateaux de croisière qu'on avait pris à l'époque. Il voulait qu'on y aille, il voulait me prendre pour m'emmener aux Pays-Bas de façon qu'on soit... Mais moi, la destination, c'était la SAP, quoi. Donc c'était Paris. C'était Paris. Voilà, je voyais la Tour Eiffel. Même si aujourd'hui... quand quelqu'un quitte le Congo, il suffit de faire une photo avec Norba, on sait qu'il est à Paris. Mais à l'époque, il fallait faire une photo à la Tour Eiffel. Alors, une confidence, Norba, je voulais savoir, quand vous êtes arrivé à Paris, la première chose, c'était quoi? C'était la Tour Eiffel ou Château Rouge? Quand je suis arrivé à Paris, c'est que moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Malgré que j'étais déjà dans la SAP au Congo, mais quand je suis arrivé au Paris, je suis mal tombé parce que j'ai été hébergé par ma sœur aînée. Or, ma sœur aînée est kimbanguiste. Ils savent pas ce que c'est les Nganda, ils savent pas ce que c'est les milieux, je sais pas, les maquis et tout ça. Donc, du coup, j'ai encore hérité de la façon de faire de mon père.
Donc, il fallait que je reste à la maison. Il fallait que je fasse les tâches ménagères. Et ensuite, la première des choses, je devais me mettre au travail. C'est là où on va m'emprunter les papiers. Et j'ai commencé à faire la plonge aux Galeries Lafayette au 6e niveau. C'est là où j'ai commencé à laver les assiettes. Et c'est là où aussi j'ai commencé à gagner de l'argent. Mais on était en francs à l'époque. Il n'y avait pas l'euro. Mais est-ce que quelque part ça tue votre rêve parisien en vous disant, moi j'atterris en France, j'ai des rêves en tant que sapeur, et là je me retrouve à faire de la plonge aux Galeries Lafayette. Est-ce que vous en prenez pas pour votre grade? Non, non, j'en prenais pas mon grade. C'est-à-dire que la plonge, pour moi, c'est un métier, en fait. Au contraire, ça m'a fortifié, ça me donnait déjà ce goût-là, puisque je l'avais depuis le pays. Si quelqu'un est arrivé à vendre dans le marché, moi j'ai vendu la viande, j'ai vendu les produits pharmaceutiques, et j'ai fait quoi? J'ai même été vendeur ambulant chez Tamaris à l'époque. On avait un petit bureau au plateau de 15 ans. On avait des mallettes comme ça en bois où il y avait marqué cassette. Donc on faisait du vendeur ambulant, ils nous donnaient des cassettes et on faisait du vendage ambulant comme ça dans tout Brazzaville. Donc moi le métier c'est déjà comme ça, déjà je venais de vous expliquer à l'école, je suivais mon père dans les chantiers. Donc c'est l'ADN vraiment de quelqu'un qui aime le métier. Mais quand j'ai commencé à faire de la plonge, ça m'a pas trop changé parce que j'étais mélangé aussi avec des blancs. C'est là où j'ai découvert, mais comment ça se fait-il? Ces messieurs-là, c'est des blancs. Moi, je pensais que tous les blancs sont riches. Et on se trouve mélangé ici à laver les assiettes. C'est là où j'ai compris que c'était un métier. Voilà. Parce qu'on m'a dit, une fois que tu as ton métier, tu pourras faire ce que tu veux après. Ça, c'est ce que ma soeur voulait de moi. Et vous êtes resté combien de temps avec votre soeur? Avec ma soeur, je suis resté, allez, on va dire, un petit peu moins d'1 an. Moi, j'ai pas trop traîné, quoi. Un petit peu moins d'1 an et après, bon, bah... Puis un beau jour, vous avez dit qu'il était, voilà, il était temps de partir. Il était temps de partir. Et c'est à ce moment-là que je trouve un loyer, un petit studio. Et après, j'ai commencé à faire ma vie et ainsi de suite, quoi. Et là, vous trouvez votre petit studio. Est-ce que l'appel de Paris est toujours là? Les fameux sapeurs de Château-Rouge? Oui, là, de maintenant, on commence à attaquer le milieu, comme on dit. Parce qu'à l'époque, c'était dans la rue de Panama. C'était tous les vendredis dans la rue de Panama. Il y a la rue Suez aussi qui est juste à côté. Qui est juste à côté, mais c'était surtout dans la rue de Panama. La rue Poulet aussi, c'est le secteur de Château-Rouge. Oui, c'est le secteur, mais c'était la rue de Panama. La rue de Panama. Voilà, dans la rue de Panama, ça dit qu'il y avait du monde de part et d'autre, des deux côtés du trottoir. Donc, quand tu arrives, tu es bien habillé, il faut tracer au milieu, au centre. Et là, le look de cette époque, c'était quoi? C'était des gros jeans Weston ou on était déjà aux fameux 6 boutons Bon, en fait, il n'y avait pas un look approprié ou défini. Parce qu'un véritable playboy, c'est quelqu'un qui est très polyvalent dans l'accoutrement. Ça dépend de ce que vous allez mettre. Les autres, ils étaient en beige. Tu vois, les tissus beige, les autres, ils étaient en costume, les autres, ils étaient en short. Mais quand même, tout homme devait exhiber, en fait, une tenue nouvelle pour essayer d'impressionner l'autre. Mais il n'y avait pas l'esprit de marque. C'était une concurrence loyale. C'est ça qui se passait à notre époque, avant que les Simbasak, là, les petits mini-mini, arrivent en France pour détruire tout, en fait. Rue de Panama, c'est samedi ou c'est toute la semaine? Non, c'était surtout vendredi et samedi quand les gens faisaient les courses. Et ça se temporisait le dimanche, hein, parce que le dimanche, il y a l'horloge biologique aussi qui est dérangée. Vous savez, les gens, ils ont le stress de repartir au travail le lundi. Donc le dimanche, ils sont souvent à la maison. Et puis, c'était surtout vendredi, samedi. Ça, c'était les jours fétiches. Surtout le vendredi, catastrophique. Donc on était tous là, c'était la fête, c'était convivial. Même quand les gens arrivaient en France sans avoir une famille, il suffisait d'arriver à Château-Rouge, on était sauvés. Parce qu'on trouvait déjà quelqu'un qui devait vous prendre sous ses ailes pour vous ramener et dormir chez lui et commencer à découvrir ce que c'est Paris, quoi. On n'a jamais rêvé de la Tour Eiffel. Moi, la Tour Eiffel, je l'ai vue bien après. C'était pas l'obsession. C'était pas une priorité. Une priorité. La priorité, c'était d'abord de savoir les grands là qu'on voyait au pays. Ils mettaient des pièces rares. Où ça se vend? Mais on a bataillé aussi pour découvrir comment on trouvait. Voilà. Et petit à petit, vous avancez et un beau jour, on découvre Norb à la télé sur M6, roi du shopping. Oui, bon, après, j'aime pas trop le mot roi du shopping. Oui, on a découvert Norba de Paris, roi du shopping, mais avant roi du shopping, Norba de Paris a fait plein de choses. Mais bien sûr, sauf plein que de choses. Il y a une partie de la communauté qui vous suivait, une autre qui vous découvrait,
Une autre comme nous, un beau jour, sur la 6, roi du shopping, on tombe sur Norba, on est émerveillé parce que c'est un compatriote qui représente quelque part la culture, le patrimoine culturel congolais. Comment vous avez réussi à vous retrouver sur les plateaux de la 6? Bon, voilà pourquoi on dit quand on fait un travail, il faut le faire surtout, pas bien, mais très bien. Je faisais la SAP et je postais des photos. Les photos que je postais, ma manière de faire et la façon, mon accoutrement a interpellé le blanc. Parce que moi, je n'ai pas envoyé une candidature. J'ai été sélectionné, j'ai été contacté. Ils m'ont contacté, monsieur, on a une émission qui veut se passer, on regarde ce que vous postez et tout. Ça nous intéresse. Est-ce que ça vous intéresse de faire un casting? Parce que c'est par étapes. C'est vrai que les gens regardent l'émission en une semaine. Mais l'émission ne se réalise pas en une semaine. Ça se réalise pratiquement en 6 mois. Les émissions qu'on voit là, c'est 6 mois de bataille. Ça veut dire qu'il faut caster. Une fois qu'on a fait le casting, on prend votre vidéo, on l'envoie à la direction. C'est la direction qui va visionner la vidéo, qui décide si le monsieur est retenu ou pas. Une fois qu'on a décidé que vous êtes retenu, on vous appelle pour vous envoyer chez un psychologue. Vous devez être entendu, auditionné par un psychologue pour savoir si vous avez les capacités de tenir sur un plateau, de tenir une conversation. Une fois que vous avez passé cette étape-là, on vous envoie chez le médecin pour aller faire des prises de sang. Ça, les gens ne le savent pas. Parce qu'il ne faut pas être malade. On le découvre aussi grâce à vous. Voilà, donc il ne faut pas être malade parce qu'au risque de contaminer, ou donc tout ça là, c'est proscrit. Donc une fois que le médecin a donné son certificat médical, là vous êtes choisi. Et quand vous êtes choisi, vous êtes convoqué. Et quand vous êtes convoqué, vous êtes séparé. Vous êtes coupé du monde, coupé de la famille et de tous. Vous êtes logé à l'hôtel, vous ne voyez personne. On vous donne un calendrier bien établi avec des dates, et plutôt des horaires qu'on vient vous chercher pour vous ramener sur les plateaux de tournage. Voilà comment ça se passe. Et là, professionnellement, en parallèle, comment ça se passe? Parce que vous travaillez à côté, vous avez été sélectionné pour le roi du shopping. Vous dites quoi à votre employeur? Non, mais c'est les enjeux qui comptent en fait. Les enjeux qui comptaient. J'ai essayé d'expliquer à mon responsable d'époque en disant que j'ai une émission qui va se passer. Donc, je dois prendre un peu de temps parce que ça nécessite un peu de temps à faire cela. Voilà comment ça s'est passé. Donc, mais c'est ça que mes compatriotes congolais n'ont pas compris. Je me suis retrouvé dans une position qui était très délicate parce que j'ai tout de suite pris conscience que c'était le Congo qui était en jeu. Le Congo, le berceau de la SAP. Le Congo, là où la SAP est née. Donc je ne pouvais pas et je n'avais surtout pas le droit de faillir. Il fallait absolument gagner par tous les moyens. Voilà l'enjeu que moi j'avais en tête. Je ne pensais pas que... je ne calculais plus personne. Donc je rentrais dans l'arène, c'est pour éliminer tout le monde. Je ne pouvais pas me permettre de faire tomber la SAP que nos anciens ont laissée. Oui, parce que quand j'ai parlé des anciens comme les Gabi Gabi, les Devambongo, sans oublier les Célestins Kwakwa, le Martin le Pêcheur, sans oublier le plus dangereux, le grand Devambongo, Franco Suomo, hein, les mystères de la Saperi 1881, hein, le grand Odjiki. Quand je voyais ces anciens-là qui ont commencé cette histoire, non, on ne pouvait pas perdre. Et du coup, pour vous, vous avez tout le poids de l'histoire et le poids de toute la nation congolaise. Voilà. La représentation. La représentation. Et vous vous dit quoi si je perdais? Qu'est-ce qu'il y a? Si je perdais, ça allait être catastrophique. Ne serait-ce que pour moi déjà. Je n'aurais plus eu la possibilité de gueuler devant les sapeurs parce qu'ils auraient dit, bon, tu as été battu, voilà. Ça allait déjà faire un couac. Il y avait le nom du Congo qui était en jeu. Parce que là-bas, on ne prend pas quelqu'un parce que vous êtes monsieur un tel. On prend les nationalités en fait. Donc c'était la France et le Congo. Mais vu que ces gens-là ont l'habitude de nous mater, et là, on nous a donné l'opportunité de bien les chicoter, parce que c'était notre histoire à la base. Voilà. Donc c'est ça qui s'est passé. Et après, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait aussi l'Afrique entière quand même, qui était aussi sous mon dos. Parce que le Congo fait partie de l'Afrique. Et quand on représente quelque chose à l'échelle internationale, on ne voit pas que son pays. On voit aussi, voilà, c'est tout un continent. Et à l'arrivée,
voilà pourquoi vous avez vu cette euphorie, tout le continent était content, mais c'est le Congo qui gagne, quoi. Le Congo qui gagne, alors tout le monde est euphorique, on est content, et en même temps, on a la situation du Congo qui devient de plus en plus chaotique. Et vous représentez un symbole aujourd'hui au niveau de la diaspora. D'une part, vous avez des activistes, vous avez des opposants de la majorité. Tout le monde veut s'accaparer Norba de Paris parce que vous avez une voix qui porte, une voix qui compte. Et un beau jour, on vous retrouve dans une marche contre le changement de la Constitution en 2015. Tout le monde est surpris, on vous a vu. Comment ça se passe? Comment vous basculez en disant, la SAP, ça compte, aujourd'hui je veux compter dans les décisions politiques de mon pays? Ouais. C'est compliqué là. Non, c'est pas compliqué. Juste, comment ça s'est passé? C'était pas un basculement en fait. Parce que je suis né au Congo, j'ai vu le Congo évoluer et j'ai vu le Congo basculer dans la violence, dans la médiocrité, dans la méchanceté. Et quand je parle de ça, je ne parle pas des Congolais qui sont à Brazzaville, je parle de tous les Congolais en général. Parce que la méchanceté des Congolais, on la voit partout à travers la planète. On est très fort dans la destruction, mais on est moins fort dans la construction. Voilà ce qui nous tue. Alors, quand le chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, ils ont décidé de modifier la Constitution. Moi, je ne savais pas les tenants et les aboutissants. J'ai tout de suite vu le risque de cette jeunesse que nous portons. Est-ce que, vu que je n'ai pas compris du tout cette Constitution, qu'est-ce qui va se passer par après? C'est normal que je puisse m'interroger. Et à côté, on voit quand même l'euphorie des gens qui s'opposent face à cela. Et Norba est qui de plus par rapport à ces gens-là? Un représentant. Voilà, un représentant, bien sûr. Je me suis dit, bon, ce que je vais devoir faire, comme j'ai dit au début de l'émission, on m'a toujours donné cette force-là d'aider les autres. Alors, je suis venu marcher. Et pire, c'est que j'étais avec ma fille. Chose que même les politiciens ne font pas. Ils cachent leurs enfants. Et moi, j'étais avec ma fille pour commencer aussi à lui léguer à ma fille les vraies valeurs. Voilà. J'ai protesté. Et ainsi de suite au déroulement des événements parce que j'ai cru à certaines personnes qui étaient dans l'opposition sur la place de Paris, pensant qu'ils menaient le combat pour le bien de la jeunesse, pour le bien de la population congolaise tout entière. Donc vous voulez dire que vous vous êtes laissé influencer par certains opposants de la Non, je ne me laisse pas influencer, mais sauf que j'ai vu quand même une part de sincérité en ces gens-là, à cette époque-là. Parce que au fur et à mesure que nous évoluons, l'homme réfléchit et il regarde. Par après, je me suis très vite aperçu que ces gens-là étaient dans le faux. Ils se battaient plus pour être contactés afin d'obtenir des postes, mais ils ne se battaient pas pour l'amélioration du pays et faire évoluer cette jeunesse-là, parce qu'une génération est là, c'est nous qui sommes là, nous allons passer, les autres vont remplacer. Qu'est-ce que nous allons léguer à cette jeunesse-là? Il va falloir qu'on leur lègue des vraies valeurs. Voilà, pas des valeurs de pouvoir obtenir un bien, peu importe les moyens, pour mater les autres. Voilà ce que les gens sont. Et moi, je ne marche pas dans ces combines-là. Norba de Paris, à un moment donné, on vous a vu prendre des positions très radicales. Vous avez été aux côtés des combattants de Paris, des combattants. Vous avez été contre le concert de Roga Roga. On vous a vu battre le pavé. Roga Roga, que je salue au loin d'ailleurs. Ouais. Des positions très radicales. Vous quittez des positions radicales pour vous retrouver au centre. Qu'est-ce qui se passe dans cette migration? Pourquoi ce changement? Bon, ce n'était pas des positions radicales, sauf que, comme je disais, mon père me disait toujours, parce que moi, mon papa, c'est vraiment ma référence. C'est vraiment ma référence. J'ai pris tout de lui. Tout de lui. Il était chef de famille, j'ai pris tout de lui. Vous voyez comment on appelle ça? Une damigeane blanche. Quand vous mettez de l'eau dedans, c'est transparent. S'il y a quelque chose qui tombe à l'intérieur, vous la voyez tout de suite qu'il y a un problème. Il y a un corps étranger. Ce n'était pas des positions radicales. C'est qu'il y a des choses qui se font au pays qui ne sont pas acceptables. Ça, on ne peut pas le nier.
Il faut que les gens commencent à accepter certaines vérités de façon que nous puissions avancer. C'est de ça même que le Congo a besoin. Nous devons nous dire des vérités. Est-ce que dans votre schéma, il ne serait pas plus judicieux d'être sur place pour changer les choses que être dans la diaspora pour combattre? Non, mais être sur place, ce n'est pas un problème. Mais moi, j'étais venu en France déjà parce que je suis issu d'un milieu social pas très élevé. Donc, si je suis venu ici, c'est pour aider ma famille. Donc, je ne repars pas au pays comme ça parce que je décide d'un coup, en claquement de doigts, je pars au pays, j'ai mes parents là-bas, j'ai plein de choses. Donc, je dois avoir aussi les outils nécessaires qu'il faut pour aider ma famille. C'est la seule et unique raison, contrairement à ce que les gens pensent, Norba ne peut pas repartir au pays, Norba ne peut pas faire ci. Ça n'est pas vrai du tout. Ça n'est pas vrai du tout. Parce qu'il n'y a pas d'autorité congolaise qui a affiché que Norba ne peut pas venir dans son pays. Comprenez? Maintenant, revenons au concert de Roga Roga. Aujourd'hui, avec le temps, les gens vont commencer à comprendre. Parce que les gens, il faut du temps pour qu'ils comprennent. Moi, je n'étais pas combattant, je n'ai jamais été combattant. Je défends juste les causes justes. Mais vous vous êtes rallié aux combattants. Je me suis rallié, je ne me suis pas rallié aux combattants, mais j'ai apporté mon soutien. J'ai apporté mon image. Vous avez d'ailleurs vu l'éclosion que ça a pris. Parce qu'il y a Norba qui était là. Voilà. Pourquoi je l'ai fait? Parce que les tensions qu'il y avait par rapport à ce concert-là, j'ai trouvé que c'était pas normal. Pour nous, Congolais, qu'on se déchire, qu'on s'entretue, et surtout à l'étranger. Et Norba a décidé de venir sur ces lieux-là pour éviter qu'il y ait bain de sang, pour éviter qu'il y ait mort d'homme sur la place de Paris. Parce que s'il y avait eu mort d'homme, ça allait être incombé sur la tête de Roga Roga. Alors que c'est juste... Non mais je finis. Excusez-moi, je finis parce que c'est quand même un point très important. Parce qu'il y aurait eu mort d'homme, au jour d'aujourd'hui, Roga Roga aurait eu des morts sur sa tête. Pas les organisateurs, pas les promoteurs, pas les producteurs, mais la personne Roga Roga. Est-ce que vous comprenez? Donc moi, je me suis opposé à ça. J'ai apporté conseil à Roga Roga pour dire que Roga Roga, tant que je suis là, tu ne joueras pas. Mais les gens n'ont pas compris. C'est un ami Roga Roga pour vous? Bon, c'est pas un ami, mais c'est un compatriote congolais qui fait des bonnes choses, qui fait de la musique, qui représente aussi le Congo par rapport à ses œuvres. Je respecte. Mais ami, on n'est pas amis, on ne se connaît vraiment pas. Donc, c'était ça le problème. Vous voyez, la présence de Norba se justifie dans ce sens-là. Et j'ai réussi. Parce que Roga a joué, certes, mais il n'a pas non plus fait ça le comble. Les combattants se sont opposés, certes, mais ils n'ont pas réussi aussi à empêcher le concert. Donc, du coup, ils ont fait 50-50. Donc, pour moi, le combat était gagné. Maintenant, les gens ont pensé que j'étais combattant, que je n'étais pas d'accord que Roga Roga y joue. Non. Mon opposition s'expliquait simplement du fait qu'il ne faut pas qu'il y ait mort d'hommes sur la place, mort des Congolais sur la place de Paris. Voilà, moi je me suis opposé par rapport à ça. C'est aussi simple que ça. Alors aujourd'hui, vos positions centristes font que vous êtes devenu la bête noire des combattants, entre guillemets. Vous êtes à la limite en guerre contre eux, ou eux en guerre contre vous. Et d'une part, vous avez sur le monde de la sapologie qui ont du mal à accepter que vous soyez sapeur et engagé. Vous vous retrouvez comment dans ce milieu? Est-ce que vous vous sentez apatride? Est-ce que vous vous sentez bien nulle part? Comment Norba, il est où? Il se situe où? Est-ce que si c'était à refaire, ce serait à refaire aujourd'hui? Si c'était à refaire pour éclairer le pays avec des gens justes, oui. Et je n'ai pas changé de position non plus. Je suis toujours le même. C'est ça que les gens doivent comprendre, en fait. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui attribuent que Norba de Paris, il est allié avec le PCT, des choses comme ça. Norba de Paris a été corrompu, il a bouffé l'argent. Même ceux-là qui sont au gouvernement qui regardent, ils rigolent. Parce qu'ils savent que Norba de Paris n'a jamais touché un centime de qui que ce soit. Parce que quand les gens, justement, qui pensent comme ça, c'est des gens qui ont un rêve d'être contactés pour avoir des postes. Parce que logiquement, tout ce qu'un homme a besoin pour aller prendre l'argent, moi je l'ai obtenu sans faire de la politique.
On ne va pas me demander, Norba de Paris, tu n'as pas construit chez toi au Congo. Tu n'as pas de terrain chez toi au Congo. Ça, je l'ai fait sans faire la politique. En France, j'ai une famille, ça me suffit. Je roule, je ne marche pas non plus, je ne prends pas les transports en commun. Donc, j'ai une vie moyenne de tout un citoyen qui vit. Donc, le problème, c'est quoi? Ce n'est pas question que c'est à refaire. Aujourd'hui, pourquoi on mène la guerre à Norba de Paris? On mène la guerre à Norba de Paris parce qu'on reconnaît la valeur de quelque chose quand on la perd. À chaque fois, j'apportais mon soutien à ces gens-là. Mais au bout d'un moment, le comportement de ces gens-là ne correspondait plus à l'attente de la population congolaise. Parce qu'on ne peut pas obtenir quelque chose rien que par la violence. Les grèves, il y en a eu au pays. Le mécontentement, il y en a eu au pays. Ça a engendré quoi? Que des guerres de tribus. Ça a engendré quoi? Que les armes parlent. Ça a engendré quoi? Le déplacement de familles. Ça a engendré quoi? La destruction des maisons, des villes, des biens et des personnes. Et ça fait des années qu'on est dans ça. On a une opposition que moi j'appelle une opposition factice, qui accompagne justement le pouvoir. Parce que par après, ils discutent avec le peuple, ils donnent espoir au peuple que nous allons gagner. Mais dans le fond, ils ne font pas un travail considérable pour arriver à leur fin. Mais quand on donne de l'espoir aux gens, il faut être sérieux. À la fin, c'est toujours ceux-là qui travaillent le plus, dans ce sens-là, qui gagnent. Et Rebelote s'est reparti à zéro. Norba de Paris, quand il a remarqué que tout le temps ça a été ça, et ces gens-là, après, ils vaquent à leur occupation, c'est comme s'il ne s'est rien passé, circuler. Sur la place de Paris, au niveau des combattants, il se passe quoi? Déjà, ils ont un gros problème, c'est un problème d'union. Ils ne sont pas unis, ces gens-là. Ils ne sont pas unis. Ils n'ont pas l'amour du prochain. Ils ont la haine envers les gens. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que la haine qu'ils portent envers les gens, c'est des compatriotes congolais comme eux. Ils ne sont pas plus congolais que les autres. Et tout Congolais a le droit d'avoir un choix. C'est ça aussi le sens de la démocratie. Comment voulez-vous prétendre être démocrate sans accepter le choix des autres? Là, il y a un problème. Ça veut dire que dès lors qu'on qu'on impose à une personne, la manière de faire, ça devient une dictature. Et quel est votre choix aujourd'hui? Mon choix, c'est quoi? Mon choix, je me suis rendu compte que je dois me baser sur mon peuple, ma population. S'en foutent un petit peu de la politique, de toute façon, je ne l'ai jamais été. Alors, vous avez tenu des propos qui ont choqué plus de la moitié de la diaspora. Ouais. Des propos en ce sens, des propos qui disaient qu'il serait temps d'accompagner l'équipe aujourd'hui, le gouvernement congolais, à mieux travailler. Je ne veux pas le répéter ipso facto. Des propos qui ont choqué. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez que ces propos en valent encore la peine? Bon, déjà, en termes journalistiques, ce qui s'est passé, ça s'appelle traiter un homme. J'ai fait une vidéo, je partais tourner le film en Suisse. J'ai fait une vidéo de 1h30. Ce que les gens ne savent pas d'ailleurs, ce jour-là, j'avais raté mon vol. J'avais payé un deuxième billet et j'ai été placé dans le vol, celui d'après. Ça, les gens, parce que je n'ai pas parlé de ça. Ce jour-là, j'avais justement même raté mon vol. Et le tournage du film, mon rôle a été reporté pour le lendemain. J'ai failli ne pas être pris sur le plateau de tournage à cause de mon pays. Ça aussi, c'est des sacrifices. Je fais un direct de 1h et quelques. Parce que j'ai appelé honorable Claudia, parce que j'ai appelé honorable Kiki, parce que j'ai appelé monsieur le président de la République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso. Quand je dis il faut accompagner, il faut les laisser travailler, mais les gens quand même, le Congolais n'est pas aussi bête que ça pour ne pas comprendre une chose aussi simple. On parle de mandat. Un mandat a une durée déterminée. Est-ce que vous comprenez? Donc un mandat, il dure peut-être chez nous, je ne sais même pas. Vous voyez, je ne suis même pas politicien. C'est 5 ans, c'est 7 ans. Mais vous êtes centriste? Oui, je suis centriste, mais ce n'est pas un parti politique. C'est quoi techniquement? C'est une association que vous avez créée? On va en arriver, c'est une association. On va en arriver. Je finis d'éclaircir ce point-là. Donc,
Ça veut dire que quand on signe un contrat pour une durée déterminée, il faut respecter cette période-là. C'est ça aussi, respecter la démocratie et les institutions de son pays. On ne vient pas déranger les gens qui n'ont pas encore achevé leur travail. Voilà pourquoi j'avais dit, nous devons accompagner et laisser travailler le gouvernement. Alors, j'ai été très mal compris. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de passer tout le direct de 1h45, ils ont coupé, ils ont fait un montage en fait. Ils ont coupé juste une portion de la vidéo, je ne sais pas, de 45 secondes, chose que je ne fais pas parce que Norma de Paris, c'est quelqu'un qui parle, qui tchatche, qui roucoule, qui broie. Je ne peux pas faire une vidéo de 45 secondes. Donc, ils l'ont basculé dans tous les pays. Et ça, c'est... Je n'ai pas envie de citer les noms parce que je n'ai pas envie de donner du crédit à ces gens-là. Justement, c'est ceux-là, c'est ces gens-là qui veulent aller diriger le Congo demain. Ils l'ont fait pourquoi? Ce n'est pas pour avancer la démocratie. Ils l'ont fait pourquoi? Ce n'est pas pour aider la population qui est en souffrance. Ils l'ont fait pour détruire Norba. Parce qu'il a dit honorable Kiki, honorable Claudia, le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Voilà le motif. L'audio, la vidéo, ils l'ont fait circuler. Mais je connais les commanditaires, je ne vais pas les citer. Pour détruire Norba, c'est ce qui s'était passé. Mais j'ai reçu un tollé d'1 mois d'insultes. 1 mois, bien compté d'insultes. Il faut avoir la grandeur et la teneur d'aimer son peuple pour supporter cela. Et quand je parle des insultes, ce sont des insultes de tout le pays. Je crois que c'était pour la première fois que le président Denis Sassou Nguesso dormait tranquille. C'est là où on voit la puissance normatique. J'ai reçu les insultes, je me suis dit je ne veux pas parler. Mais je finirai par expliquer. Et quand le moment est arrivé, mon esprit m'a parlé. Je me suis exprimé à mon peuple. Ils m'ont même imputé tort sur le fait président Massamba Deba et le président Youlou. Parce qu'ils ont voulu traiter un angle. Ils enlèvent du contexte toute une vidéo de 1h45 pour essayer de traiter un angle afin de salir une personne, le diminuer. Est-ce que vous vous sentez blessé aujourd'hui? Parce que les gens qui vous ont attaqué, ce sont des personnes avec lesquelles vous avez milité. Non, je ne suis pas blessé. Moi, j'ai milité avec personne. Mais sauf que j'ai un regret. Un regret d'avoir, au XXIe siècle, des compatriotes congolais qui n'ont plus la possibilité de penser. Ça aussi, ils vont le prendre mal. Mais moi, je ne sais pas dire en public le contraire de ce que je pense en privé. Donc, c'est vrai que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais le problème, c'est que les gens doivent prendre de la hauteur. Et surtout quand on est congolais, le pire, c'est qu'on est à l'étranger. Quand on sort de son pays, ça veut dire qu'on le représente là où on va se situer. Les Congolais oublient qu'étant Congolais à l'étranger, ils représentent le Congo partout où il se trouve. Même s'il est plongeur, même s'il est maçon, même s'il est menuisier. Il faut faire de sorte que le Congo soit valorisé. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le Congolais est diminué. Personne ne peut me dire le contraire. Quand on se rencontre avec d'autres nationalités dans le boulot, qu'est-ce que ça se dit? C'est un Congolais, 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 Congolais. Vous comprenez? Dans le sens de dénigrer le Congolais. Moi, ça me choque tout ça. Alors que nous avons toujours été altruistes. Nous avons toujours été accueillants. Dans notre pays, il y a une diversité de nationalités qui sont là. Est-ce que quelque part, ce n'est pas notre propre image qu'on nous renvoie à la figure lorsqu'on dit c'est un Congolais? Parce qu'aujourd'hui, on se dit un sapologue, c'est quelqu'un qui flambe tout son argent dans sa paire de chaussures, dans sa veste. C'est pas quelqu'un qui fait des économies. Un Congolais, c'est un sapologue, c'est des gens qui vivent à 10 dans un studio, qui n'économisent pas. Est-ce que quelque part, c'est pas notre propre image qu'on nous renvoie qui choque? Non, on n'a aucune image. Même déjà, les gens qui viennent dire cela, ils ne viennent pas à poil, ils sont habillés. Ça veut dire qu'ils sont sapeurs quelque part sans le savoir. Là où commence l'ignorance des gens. Vous comprenez? Le Congolais a hérité cette culture des gens qui les ont colonisés. Et nous, on l'a améliorée. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, je veux en venir pour vous expliquer qu'est-ce que la SAP peut ramener au Congo. Et très rapidement, on va en venir. Le Congolais ne claque pas l'argent dans les vêtements. Chacun de nous a une passion. Il y en a qui ont des passions d'acheter des voitures, des maisons, tout ce qui s'ensuit. Mais le problème de la SAP, je pense, se situe que beaucoup de personnes croient que les sapeurs, c'est des vauriens. Beaucoup de personnes pensent que les sapeurs, c'est des voyous.
Voilà pourquoi les papas à l'époque qui prenaient mes anciens parisiens dont je venais de parler pour des voyous, aujourd'hui ce sont nos beaux-parents. Parce que leurs enfants, nous, on les a épousés. On a fait un mélange forcé obligatoire. Parce que c'est nous qui régnons aujourd'hui. C'est nous qui tenons l'économie du pays parce que c'est nous qui faisons le western et le mandat. Soit les Parisiens, soit la diaspora. Le gouvernement aurait encore beaucoup plus de mal qu'il a aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, en fait, au lieu d'être divisé, il faut essayer de s'unir et d'aller de l'avant, de s'unir afin de déterminer là où ça ne va pas pour réparer et non s'entretuer. Regardez ce qui s'est passé pour Norva. Quand j'ai décidé, c'est même pas moi qui ai décidé, c'est l'idée d'un compatriote à moi qui s'appelle Noise de Cause, qui est le président du centre. Il a eu l'idée, il a dit, doyen, j'ai besoin de ton soutien, voilà mon idée, il est comme ceci, comme cela. J'ai dit, donne-moi le temps, j'ai réfléchi, j'ai regardé, j'ai dit que oui, l'idée elle est bonne, il faut se baser sur la population, sur la jeunesse, parce qu'on prend du retard. J'ai adhéré, et puis on a commencé à ramener le mouvement. Aujourd'hui, le mouvement a presque pris partout. Il y a des étudiants, les messages, je ne peux même pas compter des gens qui veulent adhérer absolument au centre. C'est quoi le centre? Le centre, c'est une association qui se base uniquement dans l'humanitaire. Vous nous tuez le temps dans la politique, nous, on vous la laisse, la politique. On vous la laisse. Alors, pour recadrer les choses, pour bien comprendre, le centre est un mouvement humanitaire. C'est un mouvement, pas un mouvement politique. Exactement, ce n'est pas un mouvement politique. Sauf que le centre a un droit de parole dans les partis politiques. Si ça ne va pas, on est obligé de le dénoncer. Parce que nous sommes des Congolais et on a ce droit-là de l'autocritique. On a ce droit-là. Donc, c'est un mouvement. Voilà pourquoi on avait demandé primo au chef de l'État de nous baisser la douane. Chose qui est en train d'être faite, parce que c'est dans le viseur de l'État, de nous baisser les taxes, de façon que les entrepreneurs qui sont sur la place de Paris, dans toute la diaspora, qui puissent investir, créer des emplois au Congo pour aider cette jeunesse. Vous prenez contact avec les Congolais de la diaspora, notamment des entrepreneurs qui sont sur la place de Paris, qui visent aujourd'hui à s'installer au pays, qui ont notamment les mêmes problématiques. Oui, il y en a beaucoup, mais justement, le message dont je vous parle, moi je ne savais pas qu'il y avait des tonnes d'entrepreneurs congolais à travers la diaspora. Il y a des gens qui m'écrivent de Russie, il y a des gens qui m'écrivent des États-Unis, du Canada, partout. Comment faire pour adhérer? Moi je leur ai dit, oui, vous pouvez commencer à adhérer, mais le problème est qu'on doit d'abord voir l'évolution de notre pays. Nous attendons d'abord les résultats du gouvernement. Parce qu'il ne faut pas oublier les propositions que le centre a faites au gouvernement congolais. C'est la seule chance qu'il reste au gouvernement de pouvoir renouer avec sa population. Parce qu'une fois que cette douane est baissée, même une personne qui est mécontente du gouvernement va bénéficier de ces mesures-là. Parce que vous n'allez pas me dire quelqu'un qui n'aime pas ce gouvernement, il va arriver, on va dire que bon, on paye 20 000 francs pour dédouaner un produit. Moi, j'aime pas ce gouvernement, mettez-moi au prix ancien, le plus élevé. Il n'y en a pas. Il va vouloir bénéficier de ça. Et une fois qu'on bénéficie à ça, le restant d'argent qui lui reste va l'aider aussi à aider sa famille. Est-ce que vous êtes entendu par le gouvernement? Bon, il vous a fait un retour par rapport aux propositions que vous avez faites? Ça, je sais que le gouvernement a l'habitude d'accepter des fois des choses, mais à la fin, il ne le réalise pas. Ça, c'est la mauvaise manière de faire. Vous voyez? Mais comme je dis, s'ils ne le font pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas non plus ici pour le bien de la population. Mais je sais qu'on a un chef d'État qui est aussi à l'écoute de sa population. Donc, il va faire de son mieux pour donner des instructions dans ce sens-là. Si c'est pour l'union des Congolais. Écoutez, dans notre pays, il n'y aura plus de guerre. Quand vous voyez des opposants qui ont pour programme un soulèvement populaire, au jour d'aujourd'hui, avec la difficulté que le Congo a, avec la difficulté que nous avons, oui, on va me parler, le Congo a gagné beaucoup de milliards, ils ont flambé, ils ont fait des fêtes, ils ont fait ceci. Oui, mais c'est fait. C'est déjà fait, ça. Pour vous, ça ne se fera plus? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas Dieu pour savoir le cœur de tout un chacun. Mais on ne peut pas rester... Pourtant, il y a des signes qui montrent
Oui, mais... Nous sommes toujours dans cette voie-là, que les choses ne vont pas s'améliorer. Non, je ne peux pas l'affirmer parce que je n'ai pas vérifié le cœur de tout un chacun. Si aujourd'hui, moi, je vous dis que j'ai changé, vous avez quoi pour mettre en doute ma parole? Vos actions. Voilà, mes actions. Et les actions qui se font aujourd'hui, pour Norba, ce n'est pas suffisant. Mais il y a des choses qui se font aussi. On n'a pas le droit de nier tout à tout bout de champ. Il faut quand même accepter certaines choses de façon que les autres aient le courage aussi d'aller dans le sens de l'union. Mais quand vous refusez tout parce que vous n'aimez pas les gens, ce n'est plus de la politique. Les gens veulent renverser ce gouvernement pour aller diriger. Mais vous avez vu ce qu'ils ont fait à Norba. Parce que les sapeurs qui partent au Congo, je tais les noms, parce que je ne suis pas dans la sapologie, sinon j'aurais classé. Ils partent tout le temps au Congo, quémander de l'argent, parce que c'est des quémandeurs, c'est comme ça que moi je les appelle, des fainéants de grand chemin. Ils n'aiment pas travailler, ils vont au pays, ils quémandent de l'argent, ils reviennent ici, et ils s'allient en dessous avec les combattants extrémistes. Mais ça, le gouvernement ne le sait pas. Ils font ces choses-là. Mais vu que Norba de Paris a refusé de soutenir des brigands, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été recrutés des jeunes pour essayer de me salir. Pour salir Norba, qu'est-ce qu'il faut faire? On attaque mon épouse, la mère de mes enfants. Vous vous rendez compte? En diffamant. Ce n'est même pas de la vérité. Ils ont diffamé sur ça. Ils ont fait circuler des audios en salissant une dame qui ne fait pas de vidéos, parce que la première fois qu'on a vu mon épouse, c'est là où elle a fait un direct. Elle n'est pas dans la sapologie, elle ne fait pas de vidéos, elle ne s'occupe pas de ça, elle élève ses enfants, et les enfants très bien éduqués. Ils ont dit cela croyant que ça allait déstabiliser Norba de Paris. Mais Norba de Paris, c'est un sapeur en pentant, un sapeur en pentatonique. Il ne peut pas être déstabilisé par ces situations. Et maintenant, une fois qu'elle a décidé, elle doit ramener le problème au niveau de la justice. Moi, c'est mon épouse, je suis tenu de la soutenir. C'est ce que j'ai fait. J'ai été convoqué, on m'a demandé mon avis, j'ai soutenu l'idée de madame. Mais ça ne les a pas empêchés, les mêmes personnes, et pourtant ces gens-là vont au pays. Mais ce que je dis, c'est pour le bien de la population. Quand je parle du gouvernement, les gens qui montent ces coups-là, moi je le connais, je tais les noms. Ils vont là-bas tout le temps, à Brazzaville. C'est le premier à chanter, Norba ne peut pas venir au pays. C'est le premier à chanter, Norba c'est un Zaïrois. Vous comprenez? On essaye même de te coller une étiquette, une nationalité, c'est-à-dire qu'ils pratiquent la xénophobie, juste pour te mettre out. Des vieux papiers qui sont sur la place de Paris, qui font des audios, on va l'isoler. On va l'isoler, il le dit ouvertement. Mais les gens, le Congolais avant n'était pas comme ça. Moi je me rappelle à l'époque, moi, quand j'étais au Congo-Brazzaville, comme je suis natif de là, je veux même parler des choses que même beaucoup de ces jeunes-là qui sont sur la place de Paris ne savent pas. Nous, tout le temps, chaque dimanche, quand tu marchais dans les rues de Brazzaville, il y avait du sport. Les jeunes jouaient au monofoot avec les ballons CA. Nous, c'est ce qu'on utilisait. Dans chaque coin de rue, chaque dimanche, il y avait les Congos, c'est-à-dire les activités sportives qui unissaient les Congolais. Chaque jeudi, aux 10 maisons, il y avait les paracommandos. À l'époque, il y avait le grand Kiki, un grand maître largueur. Hein? Il venait tomber debout. Et nous, on partait là-bas aux 10 maisons chaque jeudi pour aller voir les paracommandos. L'armée était bien. Les bureaux noirs, ils faisaient rouler les chars. Nous, les enfants, on est là, on applaudissait. L'armée ne venait pas pour canarder la population. Mais c'est ce qui se passe maintenant. Quand les gens ils voient l'armée, ils se méfient. Alors qu'avant, l'armée attirait la population, attirait la jeunesse, donnait même des vocations aux gens de pouvoir adhérer et de rentrer dans l'armée. Yaoundé 72, c'était un grand mélange. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui connaissent? Nous, on faisait des réunions à Pépette. C'est un coin à Pépette pour être des ramasseurs de ballons au stade de la Révolution. Mais moi, comme j'étais supporter du Diable Noir, je n'avais pas la possibilité d'aller m'abouiller au stade. Moi, j'ai dit, comment je veux faire pour gagner 2 minutes? Je dois me constituer ramasseur de balles. Les réunions se passaient au niveau de Pépette. Et on portait des t-shirts marqués Canada Dre. Est-ce que ces enfants-là, ils ont mis ça? On mettait des Canada Dre. Même quand Jacques Ndombele, je mettre le ballon sortait, moi, qu'est-ce que je faisais? J'essayais de tomber pour essayer de grappiller quelques minutes. Parce que je ne voulais pas que mon équipe soit battue. Donc la magouille aussi, je l'ai apprise à cette époque-là.
Vous comprenez? Yaoundé 72, on avait un grand mélange. Numéro 1, Machima, réserve Tango. Numéro 2, Dengaki. Numéro 3, Niango. Numéro 4, Délice Mobali. Numéro 5, je ne sais pas, c'était entre Ngasaki le Nini. Numéro 6, Minga Noël Pepe. Numéro 8, Balegata Claise et Zebio. Numéro 9, Mbono le sorcier. Hein? Au numéro 11, il y avait Matongo Soukous. Au numéro 7, Bagamboula Mbemba Jonas Tostao. Réserve, il y a Torima Yelamantou. Avec le gardien Mbungu. Tu vois le mélange. Mais ça, c'est des joueurs qui ont fait des merveilles. Là, on parlait du Congo. Nous avons le seul Congolais qui a un ballon d'or, Paul Mokila Sayal, parce qu'il jouait au numéro 10. S'il n'y avait pas François Mpélé, on voyait Paul Mokila Sayal. Est-ce que ces jeunes-là, ils connaissent ça? Maintenant, quand ils sortent des toilettes, mal torchés, ils viennent dans les écrans pour essayer de dire Narva de Paris, c'est un Zaïrois. N'importe quoi. Les gens, le Congolais aujourd'hui a un sens de destruction, mais considérable. Hein? Il y avait des concerts de Kamikaze le Ningisa. Les femmes rentraient au fêlé. Des femmes belles comme vous au fêlé. Hein? Plein à craquer. Donc le gros là dans le quartier, il dit que non, il y avait une fille là, chaque fois que je faisais le machin, il est au concert. Il va rentrer là-bas pour poursuivre la fille. Mais ces jeunes-là n'ont pas vu que ça. On avait Canada Dry. Hein? On avait Hydro-Congo, Ofnacom, la SNE, Texaco. Bien à bien. Ah, laisse tomber, Vasavana. Norba, aujourd'hui, la renommée qui est la vôtre, vous avez une renommée qui est internationale. J'ai presque envie de dire, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de vous débattre avec tous vos détracteurs de la place de Paris? Bon, le problème, il faut savoir que Norba de Paris, c'est un playboy. Qui dit un playboy, il y a l'adage dans la sape des véritables playboys qui dit il boit il. C'est-à-dire que quand tu balances, il doit y avoir un retour. Ça, c'est la règle numéro 1 d'un vrai sapeur. Parce que moi, j'ai marché sur la salive de Guisada. J'ai marché sur la salive de Marc Thierry le célèbre. J'ai marché sur la salive de Tatanzambi Dada, le Sembo Jean Médard, Dada Pouré. Quand j'ai parlé de l'enfant mystère de la Sapérie, 1881, c'est que moi, j'ai été bien formé par les Joski Lazare au niveau de la SAP. C'est-à-dire que l'art sapéritique, je l'ai. Tous ces gens-là, quand je parle comme ça, à l'époque, à la glacière, il y avait Yakuba. Est-ce que ces jeunes-là connaissent Yakuba? C'est un monsieur qui sautait en moto, Yakuba à la glacière. Il y en avait un aussi à Point Noir qui s'appelait Nchikasero. Quand le train passe, lui, il saute avec sa moto. Les jeunes, ils ne connaissent pas. Mais c'est le premier à venir chanter Norba Zaïroïna. Vous voyez, parce que pourquoi? Parce que Norba de Paris, c'est un Congo de Boko. Je parle de Congo qui a beaucoup. Quand je dis Mono Boabuntele, Ngeye Boabu, allez, c'est une langue qui est devenue tellement rare au Congo et ils essayent de pratiquer la xénophobie, quoi. Mais j'aime quand même les Congolais, ce sont mes compatriotes, mais on n'a pas besoin de descendre aussi bas, d'attaquer les mamans surtout, les femmes qui sont nos mamans, pour arriver à ces fins, quoi, de détruire une personne parce que la personne leur fait ombre. C'est pas ça la politique. Très beau message. Aujourd'hui, Norba de Paris, c'est qui? C'est un sapologue, un politique, un activiste? Norba de Paris, c'est un artiste. J'ai à mon actif 2 albums. J'avais l'album Inspiration qui était sorti avec la chanson Kangalanga. D'ailleurs, que je signale, la chanson Kangalanga qui était Tam Tam d'or, qui a reçu Tam Tam d'or au Congo. Je n'ai jamais reçu mon prix. Bon, on m'avait dit que c'était arrivé au niveau de l'ambassade, mais je n'avais jamais eu mon Tam Tam d'or. Je le réclame d'ailleurs en direct au gouvernement congolais. Et là, actuellement, j'ai un nouvel album. D'ailleurs, c'est le seul. C'est le seul album au niveau des Congolais de la diaspora, pratiquement. Je ne parle pas de single, je parle d'album qui représente vraiment la jeunesse congolaise. L'album 4-6 du Norba de Paris. Mais ça n'empêche pas les Congolais d'essayer de le boycotter, de parler mal de ça. Il y en a même... Nous en parlerons. On fera passer votre album sur les supports de Zena TV pour qu'on puisse le découvrir. J'espère, parce que je sais que Zena TV... Au jour d'aujourd'hui qui cartonne sur la place de Paris, contrairement à ce que les gens disent. Voilà. On va parler à présent de votre actualité avant de nous séparer. Qu'est-ce qui se passe chez Norba? Qu'est-ce qui se prépare? Parce qu'on voit qu'il y a plein de choses, ça circule sur Internet, Norba de Paris a des rendez-vous à telle date.
Qu'est-ce que vous préparez en cette fin d'année? Qu'est-ce que vous nous préparez comme surprise? Oui, il y a... Bon, c'est vraiment pas de surprise. C'est un quotidien pour moi. Ça, je le vis au quotidien. Le 14 décembre, Paris organise une grande vente privée en collaboration avec la maison de chaussures John Foster. Parce que c'est mon sponsor. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me dis, bon, aujourd'hui, la vie est devenue difficile sur la place de Paris. Les chaussures coûtent cher. Donc, j'ai demandé à M. John Foster, est-ce qu'il y a moyen de faire des réductions de prix pour mes compatriotes, pour les gens qui me suivent? Parce qu'il ne faut pas oublier que Norba de Paris existe grâce à ses amis, que je n'appelle pas des fans. Parce que le mot fan, moi, je le trouve un petit peu rabaissant pour les gens qui ont de l'estime pour moi, quoi. Donc, pour mes amis, qu'est-ce qu'on peut faire? Il a dit, oui, bon, ben, on va essayer chaque fois d'organiser 2 ou 3 ventes privées chaque année pour leur permettre d'acquérir des chaussures à de très bons prix. Donc, le 14 décembre, on est chez John Foster à partir de 11h pour la vente privée. Et puis, ça dure toute la journée? C'est de quelle heure à quelle heure? Oui, ça va durer toute la journée. Bon, après moi, je pars un petit peu tôt, le 14 décembre. Donc, je partirai un petit peu tôt parce que je dois aussi m'occuper de ma famille, mes enfants. Il y a les fêtes qui arrivent. Je pourrais rester là au moins jusqu'à 15h. Mais de 11h à 15h jusqu'à 16h, je pourrais être là pour essayer de rencontrer mes amis, essayer d'échanger avec eux parce que beaucoup ne me voient qu'à la télé. Donc, on ferait pour échanger avec eux. Bon, ceux-là aussi qui veulent aussi l'album aussi, c'est sur place pour les dédicaces, ainsi de suite. Et après ça, il y a le 22, je vais encore une fois de plus représenter mon pays que j'aime bien, porte-étendard au New Astoria de Bienne en Suisse. Voilà, ça c'est le 22. Le 14 février, la fête de Saint-Valentin, j'ai un grand concert à Tours. Bon, pour l'instant, on va s'arrêter là. On aura toutes les dates. Voilà. Un quotidien, voilà, un quotidien très chargé. Merci beaucoup, Norba. Non, c'est moi qui vous remercie. Plateau. Merci Mais on ne peut pas finir comme ça parce que mes fans me demandent toujours, Norba, quand tu passes à l'émission, il faut toujours faire le parrain intendant. Hein? Parce que s'il n'y a pas le parrain intendant, c'est pas bon. Hein? Donc, vous aimez ça, je vais vous le faire. Toujours, ça, c'est l'homme de Gozomozo-Biero. Quand je parlais de Gozomozo-Biero, c'est le couloir, là où on choisit les élites. Donc, ça veut dire que le parrain intendant do estama claro que l'agua. Il m'a claro que l'agua no point de serre. Le Firenze, quand je me rends aussi beau, je le vis bel et bien. Là, je tape Victoria Grand Dame. Je progresse grâce à ce nerf dans le potier de métal et je me parfume en parabole comme le sait Kouriengo. Chico wa Chico, c'est Bettina Oumozéziana qui débarque de cette principale appelée Gozomozo-Biero. Là où vous trouverez cette personne qui vous corrigera toutes les fautes de la boude et de l'élégance appelée Norba de Paris. Je vous aime. Merci beaucoup, Norba. C'est moi. On espère vous revoir très vite. Et en cette fin d'année qui approche, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ben, c'est à moi de vous souhaiter bonne année. Et je souhaite bien des choses à tous les Congolais, quels qu'ils soient. Que Dieu nous protège, que Dieu nous aide surtout à avoir de l'amour et de la confiance envers les autres. Et nous devons arrêter en fait cette méchanceté gratuite qui ne fait que nous reculer au lieu de nous avancer. Voilà. Voilà. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur Ziana TV, la chaîne au cœur de Diaspora. C'était un entretien 100% direct avec Norba de Paris, roi du shopping, icône de la diaspora congolaise et surtout patrimoine culturel de notre pays. Merci à vous tous. Et restez connectés sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Au revoir.